Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir ensemble les titres de cette édition du mardi 17 février. En ce jour du Mardi Gras, les Smileys qui apportent du soutien aux enfants hospitalisés organisaient aujourd'hui leur carnaval. Mais nous verrons avec notre invité l'abbé Christian Venard que le Mardi Gras revêt une symbolique importante pour les chrétiens qui entrent dans la période du carême. Si vous aussi, vous avez, à l'image de millions de personnes à travers le monde, vibré lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, vous serez très certainement intéressé par une exposition qui débute à quelques kilomètres de Monaco au Musée du Sport à Nice. Nous vous la présenterons en avant-première. Nous poursuivrons dans ce journal notre découverte des sections de l'ASM. Coup de projecteur aujourd'hui sur la section lutte. Et puis notre deuxième invité sera le Goncourt 2002. L'écrivain Pascal Quignard était hier de passage à Monaco pour y donner une conférence sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre. C'était jour de fête aujourd'hui à l'occasion du Mardi Gras et un air de carnaval flottait cet après-midi sur le quartier de la Condamine où l'association Smileys, qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés, organisait un joyeux défilé. Voyez ce reportage de Chrisinda Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet. Aujourd'hui, la rue Princesse Caroline a vibré au rythme du carnaval organisé par l'association Les Smileys Monaco. Petits et grands ont répondu présents pour un après-midi haut en couleurs. Rires, déguisements et confettis ont transformé la rue piétonne en véritable fête populaire. Une première pour l'association. J'ai rencontré des personnes du troisième âge qui sont tout contents, qui nous ont dit finalement il va y avoir un peu d'animation et c'est génial. Mais qui sont exactement les Smileys Monaco pour qui chaque sourire d'enfant est si important? Ce sont des bénévoles qui tout au long de l'année apportent soutien et réconfort aux petits hospitalisés ou en grande souffrance. Nous avons les bénévoles qui vont 2 fois par semaine donc au CHPG pour soutenir les enfants. Ils font des jeux avec, ils discutent, ils leur font passer du bon temps. Et les parents travaillent également, donc c'est pour leur faire oublier la maladie et voir un petit peu autre chose. Déjà, quand on arrive avec nos t-shirts, ils ont le sourire. Et pour nous, c'est le plus beau bonheur. En plus d'animer des ateliers, les Smileys distribuent des peluches et créent des moments de joie pour aider les plus jeunes à se détendre et pour faciliter les échanges avec le personnel médical. Ces mascottes servent donc en milieu hospitalier. Elles sont distribuées par tous les centres de secours et de santé de la principauté. Quand ils prennent un enfant en charge, ça permet à l'enfant de pouvoir montrer où il a mal. Ça permet au personnel soignant de savoir où l'enfant a mal également. Et surtout, ça fait un lien entre l'adulte et l'enfant, ce qui est très important. L'enfant se sent plus décontracté, il parle, il sait mieux exprimer son ressenti. On est au CHPG, mais on est également sur l'IM2S et le centre cardio-thoracique en tant que bénévole. Ensuite, nous distribuons à nos mascottes, à la sûreté publique, parce que malheureusement, quand les enfants, il y a coup ou attouchement, ils montrent, ils ne savent pas l'exprimer. Centre médico-psychologique, ça fait l'intermédiaire entre le psychologue et le patient. Après le carnaval, une parade avec la participation du club Fiat 500 Monte-Carlo a également fait sensation auprès des enfants et pour le bonheur des passionnés d'automobile. Et pour clore cet après-midi de fête, le show des Pom-Pom Girls a enflammé le public. Un événement qui aura permis de collecter des fonds pour soutenir les actions de l'association et pour permettre aux Smileys Monaco de continuer d'apporter sourire et réconfort aux enfants. Mardi Gras, qui au-delà de son aspect festif et carnavalesque, est une tradition chrétienne qui marque le dernier jour avant le carême, cette période de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence. Il précède le mercredi des cendres et permet de profiter une dernière fois avant la période de restriction. Pour nous en livrer l'origine et la résonance qu'il revêt, nous sommes avec le délégué épiscopal au service de la communication et de l'évangélisation numérique du diocèse, l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Nous l'avons vu dans le reportage qui a précédé cet entretien, le Mardi Gras est souvent associé au déguisement, à la fête, mais quel en est le sens chrétien ?
Alors en fait, c'est que comme on rentre dans une période de jeûne, comme on rentre dans une période où on fait pénitence, eh bien d'une certaine manière, et c'est très ancien, on se disait on fait une dernière fois un peu la fête. Mais vous savez, il y avait une raison aussi très pratique, c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de beignets, de crêpes à ce moment-là, c'est parce que vous savez, la durée de conservation des œufs, c'est environ 3 semaines. Alors on éclusait un peu tous les œufs qu'on avait pour faire des gâteaux, des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez. Et puis 3 semaines après, c'est pour ça qu'il y a la mi-carême. 3 semaines après, on faisait une mi-carême pour que les œufs qui étaient pondus entre-temps, pour pas les gaspiller, on les réutilise. C'est donc en quelque sorte une porte d'entrée qui s'inscrit à la veille du mercredi des Cendres, ce Mardi Gras ? Oui, si vous voulez, ce sont des traditions populaires comme le carnaval qui se sont mises en place au cours des siècles et qui sont, très, très, très respectables. Ça n'a pas grand-chose de religieux, mais ça vient s'ancrer sur le calendrier religieux comme pour le ponctuer d'une manière populaire et vraiment extrêmement sympathique. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que le lendemain de cette fête, nous entrons vraiment dans la période du carême. Avec ce fameux mercredi des Cendres, hein. Oui, c'est-à-dire donc à partir de demain, dans toutes les églises, je pense ici à la Principauté, au cours de la messe, il va y avoir ce qu'on appelle l'imposition des cendres. Alors la cendre, vous savez, c'est un peu le signe de la pénitence. Autrefois, quand on voulait montrer publiquement qu'on faisait pénitence, on se mettait de la cendre sur la tête. Et là, les chrétiens vont recevoir sur le front une croix pendant la messe, faite avec ces cendres. Alors vous savez que ces cendres, ce sont les rameaux de l'année dernière qui ont servi pour la fête des rameaux, que l'on fait brûler et qui servent pour faire les cendres. Et puis en recevant cette croix, on entend cette phrase « Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière ». Ça nous ramène à l'humilité de l'être humain et c'est une porte d'entrée pour ce temps de carême qui est un temps de pénitence pour nous préparer à Pâques. Et alors, pourquoi le carême dure-t-il 40 jours ? Quelle est la signification biblique de ce nombre ? Alors, excellente question, et vous l'avez dit, il y a une signification biblique, il y en a même 2. La première, c'est que ça nous rappelle les 40 ans que le peuple hébreu a passé au désert. Vous savez, le peuple hébreu était en esclavage en Égypte à cause d'une grande famille qui avait eu lieu dans le pays où il habitait. Et Dieu, à main forte, va faire sortir le peuple hébreu. C'est toute l'histoire de Moïse qui nous est racontée dans la Bible. Et pendant 40 ans, le peuple hébreu va cheminer dans le désert avant de trouver la terre promise. Eh bien, c'est un peu aussi, nous rentrons dans le carême, 40 jours, 40 ans, pour arriver vers Pâques. Mais il y a une deuxième signification biblique qui est encore plus forte, c'est que Jésus lui-même nous raconte les évangiles, à un moment de sa vie, par 40 jours au désert, il est tenté par le diable d'ailleurs, et nous reconnaissons aussi, nous suivons Jésus finalement au désert. Aller au désert, c'est se dépouiller, c'est pour ça que ce temps est un temps de pénitence, c'est un temps d'aumône, c'est un temps de partage, et c'est un temps de prière, et c'est aussi un temps où vraiment on essaye de se dépouiller de ce qui nous encombre de trop pour arriver purifié à Pâques. Et dans notre société d'abondance, bien évidemment, le jeûne a un écho significatif, une résonance forte aujourd'hui. Absolument. Et alors l'Église nous dit aujourd'hui, vous savez, il y a le jeûne sur la nourriture, mais ça, il y a beaucoup de gens, des grands sportifs, qui savent faire du jeûne, des gens qui se disent, tiens, c'est bien important pour le corps. Le jeûne, c'est aussi, il y a toujours une dimension spirituelle dans le jeûne. Et c'est pour ça que l'Église nous dit, vous pouvez aussi jeûner, par exemple, de séries télé le soir. Vous pouvez jeûner de tabac si vous êtes fumeur. Vous pouvez jeûner. Le pape, dans le mot, le pape Léon XIV, dans le mot qu'il a adressé à tous les chrétiens pour l'entrée en carême, nous propose cette année de jeûner des paroles mauvaises que nous pouvons prononcer. Donc il y a plein de manières de faire le jeûne. Et quels conseils donneriez-vous aux familles pour vivre ce temps liturgique avec les enfants ? Alors je sais aussi que le diocèse à Monaco met d'ailleurs en place des rendez-vous réguliers tout au long de cette période de carême. Absolument. Alors dans les rendez-vous réguliers, alors sur les réseaux, il y a tous les jours un podcast avec une petite parole de l'évangile du jour, avec une explication. C'est le père Julien Golino qui fait ça pour le diocèse. Et puis on aura un rendez-vous, mais je vous en parle à la fin avant de répondre d'abord à votre question, les vendredis de carême. Mais aussi en famille, moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire quelque chose en famille. Je me rappelle que dans la mienne, certains jours de carême, les parents nous proposaient le soir de manger juste quelques pommes de terre avec un peu de beurre. Et à la fin du carême, les parents nous disaient, avec l'argent qu'on a économisé sur ces repas-là, eh bien, on va envoyer un don à telle œuvre
à telle association. Et ça peut être, je crois, une belle manière de le vivre aussi en famille, de dire c'est la famille qui va offrir un don à telle association, à telle œuvre. Et puis le diocèse vous donne rendez-vous. Alors ça, c'est vraiment important parce que ce sera dans cette cathédrale tous les vendredis de carême pour une conférence de carême d'abord, de 12h15 à 13h. Donc même les gens qui travaillent peuvent sans doute trouver du temps pour venir. 12h15, 13h, une conférence de carême, un peu comme les grandes conférences de carême de Notre-Dame de Paris. Ce seront des frères dominicains. Cette année, le thème général, c'est la prière chrétienne. Alors on pourra approfondir comme ça le sens du Notre Père, du Je vous salue Marie, du signe de croix, etc. Et alors il y a un élément assez exceptionnel, c'est qu'à la fin de cette conférence, chaque vendredi, on va pouvoir vénérer ici à la cathédrale une épine qui est tirée de la sainte couronne d'épines du Christ. C'est une relique très très précieuse que nous possédons ici à la cathédrale, qui a été offerte par le diocèse de Paris. On a tous les certificats qui authentifient cela, et elle vient bien de la couronne d'épines qui est conservée, qui était conservée à la Sainte-Chapelle et qui est désormais conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et vous savez que cette relique de la couronne d'épines, c'est Saint Louis qui l'a rapportée en France, et c'est une des reliques les plus précieuses de toute la chrétienté parce qu'elle est documentée quasiment depuis le IIIe siècle. On en connaît l'existence et on peut retracer tout son chemin. Et donc on aura ce moment de vénération, c'est-à-dire de nous approcher de cette relique, de pouvoir l'embrasser et d'une certaine manière de dire au Christ, à travers cette relique de sa passion, moi aussi, Jésus, j'ai envie de te recevoir dans ma vie et de vivre avec toi ce temps de carême pour arriver avec toi un jour à la résurrection. Merci Christian Venard d'avoir été notre invité en ce mardi de carême. Merci beaucoup à vous et bon carême à tous. Et sachez que pendant toute la période de carême, vous pourrez retrouver sur Monaco Info tous les dimanches matins avant la messe la diffusion des captations des conférences de carême qu'évoquait l'abbé Venard lors de cet entretien. Si vous êtes nostalgique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette exposition est faite pour vous. Le Musée national du sport situé à Nice accueille depuis le 11 février jusqu'en 2030 une exposition consacrée aux Jeux et intitulée « Un été 2024, la flamme ne s'éteint jamais ». Frédéric Hélion et Jean-Alexandre Dordet sont allés la découvrir pour vous. Les crampons d'Antoine Zegdar, champion olympique de rugby à 7 à Paris, 12 ans après avoir débuté le rugby à Monaco. Le vélo de Cassandre Beaugrand, médaillé d'or en triathlon et qui a fait ses classes à l'AS Monaco Athlétisme. Plus que des objets, ce sont des souvenirs des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. Des JO mémorables pour les Bleus que le Musée national du sport vous propose de revivre à Nice à travers une exposition temporaire exceptionnelle. L'idée de cette exposition, ça a été vraiment d'avoir un héritage de ces Jeux de Paris 2024. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Un été 2024 parce que ça a été une sorte de parenthèse enchantée qu'on souhaite faire revivre à nos visiteurs, à la fois sur l'ambiance, sur l'atmosphère de ces Jeux et puis évidemment sur le volet sportif qui nous a aussi émerveillés et qui a fait que cet été n'était finalement comme aucun autre. C'est 3 ans de travail. On a travaillé avant ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour collecter le maximum d'objets, mettre en place tous les process qui nous permettront justement de raconter le maximum d'histoires. Plus de 800 objets ont été collectés en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des souvenirs donnés directement par les athlètes et leur entourage ou récupérés grâce au soutien de différentes instances, comme le Comité olympique via le Musée olympique de Lausanne. Le groupe LVMH prête également des tenues portées lors de la cérémonie d'ouverture, comme la robe d'Aya Nakamura, à découvrir au tout début de l'expo. On rentre évidemment par là où tout a commencé, par la musique de parade qui est très présente et qui nous embarque dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a été suivie par des milliards de personnes, qui était un pari fou. Et on a voulu vraiment retranscrire cette ambiance si particulière avec cette cérémonie le long de la Seine. Évidemment, la cérémonie paralympique est également abordée. On a la possibilité de découvrir chacun des tableaux grâce à des dispositifs numériques, interactifs. Après ce passage sur la cérémonie, on va sur la vasque, comme une pause, un temps un peu suspendu parce que on a voulu un instant un peu long, un peu magique qui nous permette de souffler et de basculer vers une autre partie qui est elle plus sportive avec une première partie qui s'appelle Jour de France qui met en valeur tous les athlètes français et les sites magiques et majestueux qui se sont transformés
pour ces Jeux de Paris 2024. Puis une autre partie sur le grand monde avec le même principe mais avec des athlètes mondiaux, les plus grands athlètes qui ont marqué ces Jeux. En se baladant, vous pourrez donc tomber sur le t-shirt de Novak Djokovic, les maillots des frères Lebrun, stars du ping au JO, le kimono de Teddy Riner, les médailles olympiques et paralympiques ou encore le ballon, synonyme de titre pour la France en cécifoot. Côté interactif, vous pouvez revivre l'un des titres olympiques de Léon Marchand en natation. L'exposition Un été 2024 est à découvrir jusqu'en 2030 au Musée national du sport. Une expo évolutive puisque de nouveaux objets seront à découvrir tous les 6 mois. Nous allons maintenant poursuivre notre série consacrée aux différentes sections de l'ASM. Et puisqu'il était question des Jeux Olympiques dans ce reportage de Frédéric Elion, eh bien nous vous proposons de porter un regard sur une discipline qui existe depuis les premiers Jeux, la lutte. À Monaco, ce sport compte de nombreux adeptes, comme va nous l'expliquer Alban Gingembre sur des images d'Hugo Comasa. Considérée comme la plus vieille discipline olympique, la lutte est un sport de combat à main nue. Le but, remporter le match en immobilisant son adversaire sur le dos ou en gagnant des points. Une pratique qui se fait dans le respect avec toujours une poignée de main en début et en fin de match. On est tous solidaires, on est une famille et c'est ça que j'aime dans la lutte. J'ai commencé aussi ce sport parce que mon père avant il en faisait et du coup ça m'a passionné de lui et je voulais en faire aussi. Son père, c'est lui, Grigori Bouliga, champion du monde vétéran de lutte gréco-romaine. Il entraîne ses lutteurs avec discipline et passion, mais avant toute chose, l'échauffement est primordial. Pour ne pas se blesser, ça c'est très important. C'est pour ça que nous on fait l'échauffement ça tient en 15-20 minutes. Et pour s'échauffer le cou, c'est important aussi. Les jambes, les bras, voilà, ça c'est la meilleure chose pour un bon lutteur, pour être en pleine forme. Je aime beaucoup la lutte, ça m'a fait toute ma vie. Je commençais à 8 ans et c'est la même. Nous, on prend les enfants de 17 ans à Monaco et on l'entraîne jusqu'à 18, 20 ans. Un lutteur il peut lutter jusqu'à 30, 35 ans. On travaille tous ensemble et de là, on voit les résultats. Parmi les licenciés, certains détiennent déjà des médailles nationales. Et pour la première fois, Monaco participera au championnat d'Europe avec Mathieu au mois de mai. C'est très technique. Il y a eu plusieurs blessures, mais on s'y remet facilement, la rééducation, tout ça. Et maintenant, moi, je suis prêt à y aller et à essayer de gagner. Enfin, on va essayer. À Monaco, la fédération existe depuis 20 ans et continue de grandir avec une centaine de licenciés. Et demain, nous découvrirons une autre section de l'ASM, ce sera la section plongeon. Un résultat de tennis, Valentin Vachereau est actuellement en Floride et il s'est incliné hier soir au tournoi de Delray Beach face à l'Américain Alex Michelsen en 2-7, 7-6, 6-4. Il est l'un des grands auteurs contemporains français. Prix Goncourt en 2002, Grand Prix du roman de l'Académie française, lauréat du prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Et c'est à l'invitation de cette dernière que Pascal Quignard était hier soir de passage à Monaco où il a donné une conférence au Théâtre des Variétés. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir Pascal Quignard. Bonsoir Madame Navarro. Vous êtes à Monaco dans le cadre du cycle de la conférence de la Fondation Prince-Pierre, une fondation que vous connaissez bien et qui vous a récompensé de son prix littéraire. Quel regard portez-vous sur cette fondation et son action qui va d'ailleurs au-delà de la seule littérature ? Moi j'admire beaucoup, ces institutions quand elles sont anciennes et quelles sont leurs traditions pour défendre, les intellectuels, les écrivains, les créateurs. J'admire beaucoup. Il y en a plus beaucoup, vous voyez, ils ne s'en créent pas. J'aime qu'elles persistent dans le temps. La Fondation Prince-Pierre qui peut se targuer de vous avoir récompensé 2 ans avant que vous ne décrochiez le Goncourt. Elle a un goût sûr, cette fondation ? Alors ça, je ne peux pas me permettre de dire que le goût est sûr, mais j'avais été très bien accueilli, très, très délicieusement accueilli. J'avais même, eu la chance de pouvoir embrasser le vieux prince. C'était très agréable, c'était un très beau souvenir. Et je suis très heureux de retrouver, ce soir, son Altesse. Il y a eu ce prix et vous en avez eu un nombre incalculable. La vraie récompense, elle vient du lecteur, non ?
Mais ces prix, que représentent-ils à vos yeux d'auteur ? Vous savez, je ne veux pas vous choquer, mais la vraie récompense, elle vient du fait que je mène la vie dont j'ai toujours rêvé. Je vis une vie extrêmement agréable, je me lève tôt, à 10h du matin, ma vie est terminée, j'ai cessé d'écrire, c'est des vacances perpétuelles. Voilà le bonheur pour moi, c'est cette solitude-là, comme un moine qui est avec Dieu. Moi, je suis avec mes livres et je suis très heureux. Bien sûr, j'aime énormément la lecture, mais je ne pense pas tellement à la lecture, si vous voulez. J'écris des livres, je rentre dans d'autres mondes. Voilà mon plaisir. Oui, vous êtes considéré comme l'un des plus grands auteurs contemporains. Vous donnez aujourd'hui une conférence, vous êtes un écrivain prolifique. Quel est votre quotidien ? Alors, vous nous avez donné effectivement un avant-goût, mais est-ce que vous avez une routine, en quelque sorte, d'écriture, si toutefois il en existe une ? J'ai aucune routine d'écriture, mais j'ai quelque chose d'extrêmement obsessionnel et qui me laisse sans vacances, sans répit, qui est le fait de tous les jours, il n'y a pas de jour férié dans ma vie, il n'y a pas de vacances. Tous les jours, avant l'aube, bien sûr l'hiver, c'est mais dans la nuit, mais disons de 4h du matin dans le silence du matin jusque vers 9h, 10h du matin, je suis dans mon lit, dans un hôtel, n'importe où, dans des concerts, peu importe où je sois, je n'ai pas de rituel, mais je suis toujours à écrire à ce moment-là. Et puis après, c'est fini. Avant de conclure, Pascal Quignard, peut-on vous demander la thématique sur laquelle vous travaillez actuellement ? Ce matin, par exemple, avant 10h, sur quoi avez-vous écrit ? Alors là, vraiment, c'est très particulier. J'ai écrit sur Saint François de Sales, qui a créé, l'institution des visitandines sur le bord du lac d'Annecy. Et la passion de cet homme, ça a été une seule scène, dans l'évangile de Luc, où on voit une vieille femme, Sainte Élisabeth, qui va avoir un enfant et qui en est très étonnée, et une très jeune femme, qui est Marie, qui va avoir Jésus. Et dans ce petit texte minuscule qui a fait le bonheur de Saint François de Sales, c'est le fait que les fœtus parlent l'un à l'autre. Voyez, c'est là-dessus que je travaillais ce matin. Pascal Quignard, merveilleux conteur à l'écrit et à l'oral, on vient de l'entendre. Merci d'avoir été notre invité à l'occasion de votre venue à Monaco pour donner cette conférence sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Merci tellement de ce que vous avez dit. Et après Pascal Quignard, écrivain de référence, une rencontre avec une toute jeune auteure. Véronica Marcof est âgée de 16 ans. Elle habite à Monaco depuis l'âge de 3 ans et vient de publier son premier livre de poésie en anglais intitulé Beyond My Words, un recueil qui a pour but notamment de sensibiliser les lecteurs à l'estime de soi. Nous l'avons rencontrée. Les sujets de mes poèmes que j'écris dans ce livre incluent de trouver son voix, de trouver l'amour de soi, aussi de développer l'amour intérieur de son esprit et beaucoup plus de sujets pour avoir une vie plus épanouie et plus heureuse. J'ai eu l'inspiration d'écrire ce livre parce que j'ai toujours cru que la littérature est un moyen très puissant pour expresser et interpréter mes perspectives, mes émotions et mes pensées à propos de ces sujets. Et ça, c'est une méthode pour vraiment expresser toutes ces opinions dans une manière efficace. J'ai choisi ce titre parce que même si la poème est très court et même si j'utilisais les mots très simples, il contient un message très grand. On peut impacter les vies et on peut changer les perspectives pour les individus en utilisant juste les petits mots. Comme il y a un cliché que quelque chose de petit peut faire les grands changements. Donc ça c'est mon interprétation de ce poème. Véronica Marcof, jeune auteure en devenir, était interviewée par Céleste Neckelmann et Julien Laugier.
Dans un tout autre registre, les sujets liés à la parentalité sont nombreux. Ce soir, nous vous parlons du sommeil chez les bébés. Les parents le savent, endormir son enfant n'est pas toujours évident, mais il existe des solutions. À Monaco, Cyrielle Dely, spécialiste du sommeil, accompagne les parents en quête parfois de miracles. Explication au micro d'Alban Gingembre et Alexandra Paolini. Maman de 2 enfants, Cyrielle est devenue spécialiste du sommeil, formée à la Family Sleep Institute. En 4 ans, elle a aidé plus de 1300 parents. Elle propose des solutions qui s'adressent aux enfants de 0 à 5 ans. 90% des problèmes de sommeil viennent d'un manque de sommeil. En fait, dès qu'un bébé manque de sommeil, il va créer une hormone pour lutter contre la fatigue. Et cette hormone, plus on en crée, plus ça fait lutter contre la fatigue. Donc ça peut créer des réveils nocturnes, des micro-siestes, des réveils à 5h du matin, ou alors une lutte pour ne pas dormir, ça veut dire des pleurs ou des bébés qui se cambrent en arrière. En fait, on a un rythme circadien, une horloge interne qui fait qu'il y a des heures de sommeil réparatrices. Et ça, on ne le savait pas il y a encore pas très longtemps. Et donc, si on dort à certaines heures, le sommeil sera extrêmement réparateur. On pense qu'un bébé qui dort à 10h du matin ou qui dort à 15h, c'est la même chose. Pas du tout. Il y a des heures réparatrices. Donc il y a des heures exprès pour éliminer ce cortisol, cette surfatigue. Et en quelques jours, ça s'améliore. Et je sais que vous avez tout tenté. Tous les parents m'ont dit qu'ils avaient tout tenté. Personne ne m'a contacté en me disant « Vous êtes la première personne à qui je parle. » Non, vous n'avez pas tout tenté. Il y a le rythme circadien. En fait, c'est une étude scientifique. Donc faites confiance, allez-y et votre bébé peut dormir. Dans les crèches, en visio ou à domicile, Dodo les Petits, c'est donc la solution d'accompagnement personnalisé pour résoudre en quelques jours les problèmes de sommeil chez les tout-petits. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo de Céleste Neckelmann. Nous refermons ce journal comme nous l'avons commencé. Les photos de fin sont consacrées au carnaval organisé par les Smileys aujourd'hui. Et elles sont signées Manuel Vitali. À demain, 19h sur Monaco Info pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mercredi. Le temps sera plutôt couvert en matinée avec quelques éclaircies néanmoins prévues sur le reste de la journée. Préparez toutefois vos parapluies, des précipitations sont attendues dans la soirée. Du côté des températures, elles varieront entre 9 degrés le matin et jusqu'à 14 degrés dans l'après-midi. Les journées commencent à se rallonger, le soleil se lèvera à 7h22 pour se coucher à 18h05. Un coup d'œil sur la météo de l'eau, les sources de la principauté de Monaco assurent plus de 50% de notre consommation d'eau. Les bons gestes sont toujours les bienvenus. Demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Bernadettes. D'étymologie germanique et dérivée du prénom Bernard, il signifie courage et force. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.